Il répète. Elle voit le machisme italien déconfit, la virilité défaite, une débandade. Elle voit l'enfance ressurgie tout à coup des profondeurs, l'enfance jamais abdiquée. Elle voit la mémoire du sang, les liens du sang. Elle pourrait embrasser le jeune homme. C'est ça. Le geste qui lui semblerait le plus naturel, en cet instant, ce serait de l'embrasser, de se saisir de sa frayeur, de déposer de la tendresse. Elle n'en fait rien. Ils sont des étrangers l'un à l'autre. Elle dit « Je ne connais même pas votre prénom. Luca. » Il dit « Je m'appelle Luca. » Cette fois, il s'approche de la porte pour de bon, il s'en va. Elle se tient sur le seuil tandis qu'il s'éloigne, et soudain l'interpelle. Il se retourne. Il est dans le soleil énorme, dans le bleu du ciel. Elle dit « Vous allez revenir, n'est-ce pas ?» Il dit « Oui », sans hésiter. Et avant de commencer, et vraiment une très très bonne année à vous tous. J'espère qu'on va continuer à faire plein de rencontres comme celle d'aujourd'hui. Et pour nous, c'est pas une habitude parce qu'on ne s'habitue jamais, mais surtout un grand plaisir de faire des rencontres chaque année avec tous les romans qui sont parus depuis pas mal d'années de Philippe Besson. Et merci beaucoup Philippe d'être ici avec nous pour nous parler peut-être plus de votre dernier roman. Oui, j'ai écrit beaucoup de livres sur l'Amérique et j'en suis à mon 3e livre sur l'Italie, puisque Un garçon d'Italie, ça se passait à Florence, que dans Se résoudre à la mer, se résoudre à la mer, Se résoudre aux adieux, il y avait tout un chapitre consacré à Venise. Et là, j'ai eu envie d'y revenir parce que ça me manquait un tout petit peu. Il se trouve que j'y suis retourné en plus il y a pas très très longtemps. Et, euh, et comme la géographie est quand même assez déterminante dans mes livres, elle est même décisive. C'est-à-dire que, au fond, souvent, j'ai à peu près l'histoire que je veux raconter, en tout cas le pitch, comme on dit en bon français, je vois à peu près le dispositif. Mais tant que je n'ai pas la géographie, il m'est absolument impossible d'écrire un mot. Donc c'est vraiment une fois que la géographie est décidée, qu'elle est choisie, qu'elle s'est imposée à moi, que l'écriture peut advenir. Alors, moi, j'ai une idée d'où l'histoire va parce que je sais quand même à peu près ce que je veux raconter, mais je ne sais pas forcément comment je vais y aller. Je sais que je vais me laisser surprendre en chemin. Je sais qu'il arrivera des choses que je n'avais pas du tout prévues. Je sais que des personnages vont surgir, que d'autres auxquels je pensais finalement n'existeront pas forcément. Donc, il y a tout un tas de surprises qui arrivent dans le livre, et puis il y a surtout un moment où le livre existe par lui-même et s'impose à celui qui l'écrit. Il y a un moment où dans l'écriture, les personnages sont suffisamment existants, présents, pour qu'ils vous imposent eux-mêmes leur voix, leurs paroles et presque leurs actes. Donc il faut après essayer de les reguider dans la direction qu'on avait choisie au départ, mais ils finissent quand même par dominer l'auteur. Enfin, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, oui, ça me domine à un moment. Et j'adore ça, d'ailleurs. J'adore le moment où ça me domine, finalement. Oui, c'est-à-dire que mes livres tournent quasiment tout le temps autour de l'amour et du désamour. Voilà. C'est-à-dire que... Et du désir aussi. Oui, oui. Mais moi, je ne sais pas écrire des livres sur autre chose. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est le sentiment. J'ai souvent dit que j'étais incapable d'écrire des grandes fresques. Je suis très admiratif de ceux qui le font, des grandes fresques avec des rebondissements toutes les 5 minutes, toutes les 30 pages, et des choses comme ça très picaresques. Bon, en tant que lecteur, ça peut me plaire. Moi, je suis toujours dans des registres effectivement plutôt sensibles, plutôt sentimentaux, et c'est ça que j'aime. Donc je vais sur les palpitations, sur quelques personnes, et j'essaie de voir dans quoi ils basculent. Alors, soit ils basculent effectivement dans des histoires d'amour, soit ils sont en train d'aller vers le désamour. Que, par essence, un romancier, ça ment. Ça ment beaucoup. Ça ment tout le temps. Parce que ça... Mais pas vous. Non, elle seulement. Moi, je mens jamais. Moi, je dis toujours la vérité, pensez bien. Mais non, mais c'est vrai que en tout cas, ça ment par métier. Ça ment par essence, par définition, parce que ça invente des histoires, ça invente des choses parfaitement fausses, avec l'espoir insensé que les gens vont y croire. Donc moi, je fais œuvre de fiction. Donc ça veut dire que tous les livres que j'ai écrits jusqu'à présent, les histoires ne sont pas arrivées, elles ne sont pas advenues. Donc, enfin, en tout cas pas au moment où je les écrivais. Donc ce qui veut dire que c'est un exercice assez marrant que d'inventer un dispositif et puis d'espérer que le lecteur va y rentrer en se disant mais quelle est la part de vérité de tout ça, etc. Et donc il y a toujours une frontière un peu poreuse, une espèce d'ambiguïté dans tout ça qui est assez agréable. Donc j'aimais bien l'idée qu'à un moment la frontière entre la fiction et le réel soit de plus en plus poreuse. Et ça, pour un écrivain, c'est terrible. Parce que c'est mieux de distinguer quand même le réel et le mensonge. C'est mieux de savoir où est l'un, où est l'autre.
Et quand tout d'un coup vous savez plus, vous vous faites déborder. Les choses de la vie, tout simplement. Oui. Les choses de la vie, ça c'est à dessein que vous employez cette expression-là. J'espère, j'imagine. D'abord, les choses de la vie, c'est quand même une jolie expression. Et ensuite, c'est une expression toute bête, mais magnifique. Et c'est un livre au départ de Paul Guimard, et c'est devenu ensuite un film de Claude Sautet. Et c'est vrai que ce film, je l'ai revu avant d'écrire le livre, et sans doute il a une importance considérable dans l'écriture de ce livre-là. Et j'aimais beaucoup ce dispositif narratif. D'abord, j'aimais l'idée du triangle. C'est Jules et Jim aussi un petit peu. Voilà, donc l'idée c'était de reprendre ce triangle-là, mais en l'inversant, c'est-à-dire que ça n'est pas un homme entre deux femmes, mais c'est une femme entre deux hommes. Et en même temps de reprendre aussi la problématique de l'accident de voiture, parce que je trouve que c'est à la fois cinématographique, romanesque, et puis c'est vrai que les accidents de voiture, ça peut être l'occasion de faire des bilans. Et donc j'ai choisi ça. Et puis il y avait aussi dans le film de Claude Sautet, La chanson d'Hélène, que sans doute vous connaissez, qui est chantée par Romy Schneider, chanson totalement déchirante, sur les amours qui finissent, hein, sur les maisons qu'on ferme. Et ça aussi, j'avais envie de raconter ça, cette mélancolie de quelque chose qui s'en va. Mais je voulais l'accompagner de la lumière de quelque chose qui commence. Voilà. Donc on est vraiment dans ça, c'est-à-dire qu'on est là, dans la fin d'un amour et peut-être le début d'un autre. Donc c'est sans doute un de mes livres les plus joyeux, n'exagérons rien, mais en tout cas, c'est un de mes livres les plus lumineux ou les plus positifs, les plus optimistes, les plus solaires. Oui, c'est sans doute un roman plus visuel que les précédents. D'abord parce qu'il est inspiré donc, par les choses de la vie et notamment par l'image sublime de Romy Schneider dans le film, qui est sans doute au sommet de sa beauté, parce qu'elle a 32 ans dans le film. Et puis, il se trouve que de temps en temps dans ma vie, je fais une émission de télévision, et je suppose que le montage de cette émission de télévision et le découpage ou la façon de séquencer les choses, ça a, malgré moi, une influence sur l'écriture. Donc je suppose qu'il y a, dans le découpage de l'histoire, quelque chose qui ressemble au découpage cinématographique. Voilà. Involontairement, je n'ai pas cherché cela, mais après coup, j'ai l'impression que c'est effectivement ça qui s'est produit. Oui, ouais. C'est des passages pas faciles du tout d'écrire la sensualité, parce que on a toujours peur d'être inexact, on a toujours peur d'être ou trop ou pas assez. C'est-à-dire que soit on est un proto précis et ça peut devenir assez rapidement scabreux, soit on est un peu elliptique et on a l'impression qu'on est pris dans une espèce de pudeur excessive, etc. Donc le problème, c'est toujours celui du degré, c'est de savoir exactement où on se situe pour en dire suffisamment sans non plus être dans une espèce de truc un peu crapoteux ou ostentatoire. Donc c'est le problème du niveau où on se situe. Et voilà, donc c'est pas un exercice facile. Là, en l'occurrence, la sensualité, elle est sans doute dans certaines des scènes où on raconte comment effectivement ils font l'amour, Luca et Louise, mais elle est sans doute plus, la sensualité, dans justement la violence de l'été, dans la moiteur, dans l'urgence, dans la nécessité de se retrouver, dans l'urgence. Oui, bien sûr. Et à la limite, peut-être que la scène la plus sensuelle du livre, c'est pas celle où on les voit corps à corps, mais c'est peut-être la scène où au téléphone, après un silence, il dit « tu me manques ». Parce que dire « tu me manques », c'est un aveu tellement violent, tellement fort et tellement troublant que finalement la sensualité, elle est peut-être dans ça, elle est peut-être dans ces trucs de presque rien qui disent l'essentiel, plus que dans le corps à corps lui-même. Je reviens à l'appui au beau temps. Et pour lui... j'étais en train de tomber derrière, c'est effrayant. Je m'écroulais gentiment, j'avais quelque chose de Louise, en fait, je me fendillais, vous auriez pu me le dire. En 5 minutes, ça allait me tomber dessus. Vous vous rendez compte, je me tombe dessus. On a sauvé Philippe C'est effrayant. Je ne sais pas ce qu'il faut que je pense de ça. Je ne sais pas si c'est métaphorique. Je ne sais pas si vous m'envoyez un message. Je ne sais pas si on veut me dire quelque chose, là, mais c'est très grave. Oui, vous voyez, il a toujours des accidents. On est obligé de me recoller. On me recolle, on me rescotche.